Section 3, sous-section 1, unité 2. La boîte à outils de l'économie circulaire est la conception de votre propre combinaison de politique. Dernière unité du cours. Bienvenue dans la dernière unité de ce cours. Vous explorerez ici les outils politiques présentés dans le manuel du praticien de la ville, Systèmes alimentaires circulaires. Vous aurez également une vue d'ensemble des différentes parties prenantes impliquées dans la planification et la mise en œuvre des politiques et apprendrez à partir d'études de cas réels où ces outils politiques ont été appliqués. Vous assimilerez les différentes approches adoptées par les villes et concevrez votre propre panoplie de mesures. Les collectivités locales et régionales disposent d'un certain nombre d'instruments pour mettre en place un cadre politique solide pour les mesures d'économie circulaire. Ces outils peuvent être regroupés en 4 catégories principales: outils de réglementation et de planification, outils économiques, outils de coopération, et outils d'éducation et de connaissance. Dans chaque catégorie, vous trouverez des exemples d'outils. Tous les outils ne s'appliqueront pas à votre ville ou ne seront pas utiles à votre démarche de développement circulaire. Choisissez dans chaque catégorie un outil que votre ville utilise déjà ou pourrait utiliser à l'avenir. Il est essentiel de connaître les outils politiques à votre disposition. Il est tout aussi important de savoir quelles parties prenantes seront impliquées dans votre parcours. Une ville circulaire associe différentes parties prenantes et interventions dans sa chaîne de valeur. Ces parties prenantes peuvent être grossièrement divisées en 6 groupes. Les praticiens de l'infrastructure urbaine, les prestataires de services municipaux, les entreprises et l'industrie, l'innovation et la recherche, les initiatives communautaires et les résidents et groupes vulnérables. Dans la catégorie des infrastructures urbaines, nous trouvons des acteurs impliqués dans des activités liées à l'environnement bâti, aux équipements publics ou aux biens d'équipement fixes. Les acteurs publics ont tendance à être très actifs dans ce domaine, mais les acteurs privés peuvent également travailler avec eux pour gérer l'infrastructure urbaine. Les services municipaux sont fournis par les autorités locales afin de répondre aux besoins des citoyens. Il peut s'agir de services d'assainissement, de soins de santé, de transport ou de logement, pour ne citer que quelques exemples. Si l'acteur principal est le gouvernement local, on trouve également des acteurs publics régionaux et nationaux qui fixent les budgets municipaux et définissent des objectifs politiques plus larges. Certains services municipaux, comme la restauration et la gestion des déchets, peuvent également être confiés à des entreprises locales, ce qui fait intervenir d'autres parties prenantes. Ensuite, les entreprises et les industries opèrent également sous la juridiction des gouvernements locaux. Les villes peuvent collaborer avec elles pour créer des solutions plus circulaires. Les villes ont également l'obligation de veiller à ce que les entreprises et les industries opérant sur leur territoire respectent les réglementations, par exemple les codes de l'environnement. Au sein de la catégorie de l'innovation et de la recherche, on trouve des organismes de recherche locaux, des universités et des cellules de start-up. Tous ces acteurs peuvent aider les villes à progresser dans leur parcours circulaire grâce à des solutions innovantes, des projets pilotes et des partenariats spécialisés. Les initiatives communautaires, comme celles des organisations à but non lucratif ou des réseaux d'individus, peuvent contribuer de manière significative à l'adoption d'un modèle d'économie circulaire. Enfin, il convient de considérer les résidents et les groupes vulnérables. Il s'agit des personnes qui vivent et travaillent dans la ville, et en particulier de celles qui peuvent être touchées de manière disproportionnée par les impacts négatifs ou de celles qui sont moins à même de représenter leurs propres intérêts. Il est impératif de veiller à ce que ce groupe soit impliqué dans la conception des mesures soutenant l'économie circulaire afin d'assurer une transition socialement juste. Bien que chaque groupe de parties prenantes joue un rôle différent, tous sont importants. Leur représentation est essentielle à la réussite de la mise en œuvre et à l'acceptation locale des initiatives circulaires. Les acteurs financiers sont également essentiels et peuvent appartenir à plusieurs catégories, en fonction du domaine politique en question. Voyons maintenant comment ces éléments se combinent dans un exemple tiré du secteur alimentaire. Nous avons ici un mélange de politiques conçues pour le secteur alimentaire. Nous l'utiliserons comme modèle pour apprendre comment chacun de ces 6 domaines peut être combiné avec les instruments de la boîte à outils de l'économie circulaire. Les titres des colonnes énumèrent les 4 types d'instruments politiques que nous avons abordés au début de cette unité: outils de réglementation et de planification,
outils économiques, outils de coopération, et outils d'éducation et de connaissance. Les titres des lignes indiquent les 6 groupes dans lesquels nous trouvons les parties prenantes concernées et leurs activités: infrastructures urbaines, services municipaux, entreprises et industries, innovation et recherche, initiatives communautaires, résidents et groupes vulnérables. Chacune des intersections du tableau illustre une action qui pourrait être menée avec un outil politique et un groupe d'acteurs spécifiques. Par exemple, dans la section outils de réglementation et de planification et infrastructures urbaines, nous voyons que des normes locales peuvent être élaborées pour donner la priorité à l'agriculture biologique et à la production alimentaire locale. La création d'une telle combinaison de politiques donne un aperçu utile de toutes les actions que les villes peuvent entreprendre dans leur contexte local. Examinons maintenant quelques études de cas de villes qui ont utilisé ces outils politiques dans un ou plusieurs domaines d'activité des parties prenantes. La première étude de cas porte sur la manière dont la ville de Bonn a amélioré son infrastructure urbaine pour son domaine prioritaire, l'alimentation. Bonn, en Allemagne, a rejoint le réseau des villes biologiques en 2019 afin de promouvoir l'agriculture et la transformation biologique et de stimuler la demande d'aliments biologiques produits localement. Outre l'augmentation du quota d'aliments biologiques dans les services de restauration publique, le conseil municipal a adopté en 2019 une résolution visant à donner la priorité à l'agriculture biologique sur les terres agricoles urbaines louées. Pour ce faire, la ville a utilisé 2 types d'outils. Tout d'abord, Bonn a intégré des outils d'éducation et de connaissance dans son éventail de politiques. Elle a élaboré des lignes directrices sur l'agriculture régénérative qui fournissent aux participants un point de référence et du matériel de soutien pour une bonne gestion des terres. La ville a également tiré le meilleur parti de son réseau pour atteindre les habitants par le biais de campagnes de relations publiques. Le deuxième outil utilisé par la ville de Bonn dans le cadre de son dosage de politique est la réglementation. La résolution du Conseil de 2019 a créé un cadre politique pour faciliter l'accès aux terres urbaines pour l'agriculture régénérative. L'utilisation de mesures réglementaires similaires dans un ensemble de politiques peut aider les gouvernements locaux à promouvoir des mesures circulaires dans les zones prioritaires qu'ils ont identifiées. Notre prochaine étude de cas est celle de Medellín, en Colombie, qui a cherché à améliorer sa circularité par le biais de ses biens et services publics. Medellín a lancé un programme municipal de jardins urbains et périurbains pour soutenir le développement de marchés de proximité. Le conseil municipal est très actif dans le renforcement des canaux de distribution alimentaire, par exemple en mettant en relation les agriculteurs locaux avec les services de transport. Pendant la pandémie de Covid-19, les autorités ont également facilité le transport des denrées alimentaires des producteurs locaux vers les cantines populaires afin de fournir de la nourriture aux populations les plus vulnérables de Medellín. Pour cette intervention, la ville a choisi de recourir à la fois à la coopération et à des instruments réglementaires. Tout d'abord, Medellín a joué un rôle de rassembleur entre les différents acteurs de l'alimentation afin de favoriser les collaborations. Elle a également donné la priorité à la consolidation des marchés et aux marchés de proximité afin de mieux relier la production et la consommation alimentaire. Il est essentiel de reconnaître le rôle des gouvernements locaux dans l'établissement de relations solides et saines entre les espaces qui produisent et consomment des aliments, ainsi qu'entre les acteurs des différents quartiers, des communes urbaines et rurales, des régions et des départements. La deuxième mesure utilisée par Medellín est d'ordre réglementaire. Elle a introduit des quotas d'aliments locaux dans ses contrats alimentaires afin d'encourager l'utilisation de produits cultivés localement dans des jardins urbains ou périurbains. En outre, les programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle de Medellín ont récemment intégré une perspective territoriale et ville-région sur les systèmes alimentaires. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement alimentaire pendant la pandémie de Covid-19 ont souligné l'importance des produits locaux pour la sécurité alimentaire de la ville. Cette perspective territoriale et ville-région a permis de générer des revenus pour les producteurs, de réduire les coûts d'approvisionnement des vendeurs et de garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Nous allons maintenant voir comment les autorités locales de Pékin ont utilisé différents instruments politiques pour aider les entreprises et les industries locales pendant la pandémie de Covid-19. En pleine crise sanitaire mondiale,
le Bureau municipal agricole et rural de Pékin a mis en relation les agriculteurs locaux et les entreprises d'intrants par l'intermédiaire de la plateforme d'offres et de demande de produits agricoles. Cela a permis aux producteurs et aux fournisseurs de continuer à commercer tout en évitant les contacts physiques. Les agriculteurs locaux ont également pu effectuer des achats groupés, ce qui leur a permis de réduire leurs coûts et leur vulnérabilité financière pendant la pandémie. Le Covid a soulevé des préoccupations plus larges concernant les impacts sur les systèmes alimentaires locaux et les autorités ont réagi en prenant diverses mesures pour atténuer les vulnérabilités du système et garantir un approvisionnement alimentaire adéquat. Dans ce contexte, Pékin a eu recours à des instruments coopératifs et économiques dans le cadre de sa réponse. La ville a eu recours à la coopération pour promouvoir la propriété collective ou grouper des machines et des installations de stockage par l'intermédiaire de coopératives agricoles. Elle a également facilité la collaboration entre 32 départements, ainsi que des ministères et des commissions, afin d'établir des groupes de travail pour la prévention et le contrôle des épidémies, le traitement médical, la recherche scientifique, la publicité, les affaires étrangères et le soutien logistique. Des mesures de coopération ont également été prises pour faciliter l'adéquation entre la production alimentaire et les marchés et résoudre les problèmes liés à la multiplicité des canaux dans la chaîne d'approvisionnement. Le deuxième instrument utilisé est d'ordre économique. Pékin a mis en place des mesures de réduction fiscale et des facilités de crédit pour les agriculteurs afin de les aider à améliorer ou à développer leur production. Le ministère des Finances a également annoncé son intention de réduire les frais de garantie de crédit en 2020 pour les entités agricoles touchées par la crise. L'étude de cas suivante nous emmène à Séoul, en Corée du Sud, où la ville promeut les activités circulaires auprès de ses citoyens par le biais de travaux de recherche et d'innovation. À Séoul, le Centre de technologie agricole de Séoul, affilié à la ville, propose des formations et une assistance technique en matière d'agriculture urbaine durable. Récemment, le centre a offert des conseils et des possibilités d'apprentissage aux citoyens intéressés par l'agriculture urbaine et périurbaine. Depuis 2020, il dispense également des formations sur les systèmes d'aquaponie circulaire, soulignant les possibilités de boucler la boucle dans différents domaines prioritaires. Séoul a utilisé des instruments éducatifs et coopératifs dans le cadre de cette combinaison de politiques. Outre les possibilités d'éducation directe offertes aux habitants par le Centre de technologie agricole, la ville aide les consommateurs à prendre des décisions d'achat durable en leur proposant des labels spécifiques pour les produits issus de l'agriculture régénérative. Cela aide les consommateurs à prendre des décisions d'achat durable. En outre, la ville a contribué à la création de potagers sur les toits et a utilisé des parcelles de terrain restantes pour créer des potagers en boîte afin d'aider les habitants à se familiariser avec les systèmes alimentaires durables. La ville a également mis l'accent sur la coopération. Outre le partenariat avec le Centre de technologie agricole, elle a également collaboré avec des organisations de la connaissance pour cartographier les points d'achat des aliments produits grâce à des pratiques régénératrices. Notre cinquième étude de cas illustre le rôle que les initiatives communautaires peuvent jouer dans la mise en œuvre de mesures circulaires. Rosario, en Argentine, est mondialement reconnu pour son programme d'agriculture urbaine à l'échelle de la ville, qui a largement contribué à permettre aux habitants les plus pauvres de la ville d'avoir accès à des aliments biologiques. La ville s'est particulièrement attachée à soutenir l'agriculture biologique urbaine dans les bidonvilles et à encourager les communautés à cultiver les parcelles de terres vacantes. En 2014, elle a mis en place un processus rapide de formalisation des concessions de terrains urbains vacants, dans le but de renforcer la sécurité foncière des jardiniers et des agriculteurs. Le groupe cible était constitué des résidents qui souhaitaient utiliser les terres à des fins agricoles. Pour ce faire, la ville a eu recours à des instruments d'éducation et de connaissance. Elle a facilité l'accès à la formation sur l'agriculture régénératrice à petite échelle et a également proposé des visites guidées de jardins potagers, des ateliers sur la culture organoponique et des cours de cuisine en plein air. Les membres du réseau de jardiniers de Rosario ont exposé leurs légumes et plantes médicinales issues de l'agriculture biologique, ainsi que les technologies qu'ils utilisent pour le jardinage vertical, le séchage solaire des produits et le recyclage anaérobie des déchets. En termes d'instruments de coopération, la ville a fourni l'accès à des terres et à des espaces pour l'agriculture régénératrice communautaire.
Le plan initial prévoyait de soutenir 20 groupes de jardinage, puis d'étendre progressivement le programme à l'ensemble de la ville. Cependant, l'initiative a connu un tel succès qu'elle a rapidement été submergée par les demandes d'assistance. Des efforts ont été déployés pour encourager l'autoproduction d'aliments frais à petite échelle, principalement dans les zones urbaines et périurbaines à faible revenu. Le financement des équipements, des intrants et des ateliers de formation a été augmenté et, en l'espace de 2 ans, environ 800 jardins communautaires produisaient des légumes pour une population estimée à 40 000 personnes. Notre dernière étude de cas nous ramène à Séoul et démontre comment les résidents des villes peuvent être encouragés à adopter des comportements plus circulaires par le biais d'un ensemble de politiques. Séoul a mis en place une tarification incitative pour les déchets alimentaires en 1995 et l'a améliorée depuis, avec des poubelles automatiques de recyclage alimentaire dans les immeubles d'habitation et les espaces publics. En 2012, les 10,3 millions d'habitants et les 780 000 entreprises de la ville produisaient 9 189 tonnes de déchets par jour. Ces déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations des 25 districts autonomes de la ville. Ils délivrent des sacs à déchets utilisés par les ménages pour se débarrasser de leurs déchets dans le cadre du système de paiement au jet. Les ménages à faible revenu reçoivent gratuitement des sacs pour l'élimination des déchets alimentaires. Cette mesure a toutefois entraîné le dépôt illégal de déchets dans la ville. Pour éviter cela, des jardins de fleurs ont été installés dans les zones de dépôt illégal les plus courantes et de nouvelles sanctions ont été introduites. Une fois de plus, nous constatons l'efficacité de la combinaison d'instruments d'éducation et de connaissances avec des instruments économiques. Grâce à des campagnes éducatives, la ville a pu sensibiliser le public aux déchets alimentaires et fournir des stratégies concrètes sur la manière dont les ménages peuvent éviter les déchets. Étant donné que les résidents sont responsables de la couverture des coûts de la collecte et du traitement de leurs déchets, ils sont clairement incités à en réduire la production. Le coût dépend de la quantité de déchets jetés, plus il y a de déchets, plus le coût est élevé. Les ménages ne peuvent bénéficier de tarifs moins élevés que si les déchets organiques sont collectés séparément. Utilisez les connaissances que vous avez acquises tout au long des unités d'apprentissage et des exercices pour rédiger une mini-feuille de route de l'économie circulaire pour votre ville, c'est le 5e et dernier exercice. N'hésitez pas à revenir sur les études de cas, les stratégies 5R et à utiliser toutes les ressources du cours pour vous aider. Les stratégies 5R et l'aperçu des 15 actions liées se trouvent ci-dessous dans les notes de cours afin que vous puissiez vous y référer pendant l'exercice. N'oubliez pas d'être spécifique et de tenir compte du contexte de votre ville. Tenez également compte des capacités pour vous assurer que votre combinaison de politique est réaliste. Vous trouverez le lien vers l'exercice final ci-dessous dans les notes. Nous avons également appris qu'une ville circulaire offre un cadre systémique utile pour compiler différentes interventions d'économie circulaire dans les chaînes de valeur des ressources. Enfin, nous avons vu que les principaux collaborateurs d'une ville circulaire sont généralement issus de 6 groupes, les praticiens de l'infrastructure urbaine, les prestataires de services municipaux, les entreprises et l'industrie, l'innovation et la recherche, les initiatives communautaires et les résidents et groupes vulnérables. Félicitations, vous avez terminé avec succès le cours sur les stratégies d'économie circulaire pour le développement durable. Nous vous remercions d'avoir suivi ce cours avec autant d'assiduité. Vous êtes maintenant en mesure d'appliquer vos nouvelles compétences et connaissances et de mettre en pratique les mesures d'économie circulaire. Laissez la panoplie de mesures que vous avez créées guider votre voyage. Nous vous invitons à approfondir vos connaissances en suivant d'autres cours. Pour plus de détails sur le cours de financement innovant mentionné plus haut dans l'unité, voir les notes de cours.